Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Chanta-t-il, effronté jusqu'au seuil du paradis. Petit être joyeux, gouailleur, débrouillard et attachant. Pas de chemise sur le corps, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête. Il bat le pavé, tentant de récupérer les cartouches non brûlées pour ses camarades insurgés. En chantant ce refrain pour narguer les gardes nationaux, jusqu'à ce qu'il soit atteint par une âme, par une balle plus traître que toutes celles qu'il avait jusque-là habilement esquivées. Rébellion chevillée au corps, révolution dans l'âme. Archétype du gamin de Paris n'a pu résister au pavé. Voltaire et Rousseau, quant à eux, ont crayonné la révolution par leurs plumes avant-gardistes qui préfiguraient le soulèvement populaire. La plume plutôt que le pavé, la fin tragique de Gavreche sur les pavés de Paris lors de l'insurrection républicaine de juin 1832, maté qui plus est par Louis-Philippe et qui se solda par un échec, ne fait donc plus de doute sur l'option à privilégier plutôt la plume de Voltaire et de Rousseau que le pavé funeste de Gavreche. Dans un monde où les uns capitalisent leur confort sur les efforts des autres, pendant que ces derniers aspirent à accéder à ce confort par leurs efforts, revendications récurrentes et luttes permanentes ont pris la place pour manifester de façon permanente la révolution, qui bien souvent a fait déferler dans les rues des masses pour malheureusement peu de succès. C'est ainsi qu'en 1831, les canus ouvriers de la soie optèrent pour le pavé en scandant « Vivre en travaillant, mourir en combattant » pour protester contre la réduction du tarif à cause de la modernisation des machines à tisser. Le même sort fut réservé à la commune de Paris, qui fut écrasée, et les communards exécutés en max en 1871 au thème de la semaine sanglante. Tout porte à croire que le pavé peut bien souvent se solder par des échecs. Et même les versions de l'histoire dans lesquelles Bark le macadam a porté des fruits et fait bouger les lignes étaient avec contrepartie des sacrifices suprêmes. 7 martyrs et des centaines de blessés n'ont-ils pas payé de leur sang l'amélioration des conditions des étudiants et des travailleurs en mai 68? Cette victoire à la Pyrrhus illustre aisément à quel point le pavé peut se révéler un couteau à double tranchant. Dans ces conditions, faut-il continuer à opter pour le pavé quand on peut aboutir à des résultats similaires, voire meilleurs, par la plume? La plume, bien qu'un simple outil d'écriture, a été depuis la nuit des temps l'épée utilisée par les écrivains pour lutter contre les inégalités. Les mots peuvent blesser, choquer, dissuader, persuader, plus qu'un contact physique. C'est ainsi que la négritude, mouvement politique et littéraire, porté par Césaire, Senghor et Damas, fut une arme puissante contre la colonisation. On peut donc dire que la plume peut souvent bien être plus tranchante que l'épée et d'une puissance redoutable. J'accuse
2 mots. Simplement 2 mots. Mais un retentissement historique dans la société française du début du XXe siècle, secoué par le procès du capitaine Dreyfus. Le célèbre pamphlet de Zola a été le pavé jeté dans la mare de l'injustice, qui conduira à la révision du procès et plus tard à l'acquittement du capitaine Dreyfus. Verba volent, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Et oui, il faut aussi reconnaître que la plume peut durer dans le temps. Ses effets peuvent transcender des générations et faire porter son message de façon permanente, alors que l'action du pavé reste instantanée et limitée dans le temps. Et si l'ombre d'un doute persiste encore dans vos esprits sur le pouvoir de la plume, il ne me suffirait qu'à convoquer Malala Yousafzai, prix Nobel 2014 de la paix, pour dissiper vos appréhensions. Il n'y a pas de plus grande âme que la connaissance, ni de plus grande source de connaissance que l'écrit, affirme-t-elle. Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos âmes les plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Pour ma part, j'espère, par ma plume, ne pas avoir besoin de prendre les pavés de Paris pour emporter la religion de la Sorbonne.